Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en direct du Festival de Cannes. Je suis Alexia Demary et je présente aujourd'hui les derniers Cannes techniques organisés par la CST, la Commission supérieure technique de l'image et du son. Aujourd'hui, nous accueillons Quentin Jorquera, qui est directeur de la photographie et consultant en production virtuelle, qui va nous parler de l'évolution des réalisations sur des murs de LED. Bonjour Quentin. Bonjour. Alors Quentin, est-ce que vous pourriez nous expliquer à partir de quand vous vous êtes intéressé à la production virtuelle ? La production virtuelle au sens très large, dans le sens où on ne parle pas que du mur de LED. Je pense qu'en fait, ça fait assez longtemps, je ne m'en ai pas encore rendu compte, c'est que j'ai toujours été très, très geek. Et en fait, une grande partie des productions, enfin des technologies de la production virtuelle sont liées à tout ce qui est les technologies VR et AR. Et c'est quelque chose que j'ai suivi pendant assez longtemps. Et d'un point de vue cinématographique, je crois que le premier projet de production virtuelle qui m'a marqué, c'était Oblivion à l'époque, en 2013, je crois, où en fait ils avaient utilisé une technique de projection revisitée, parce que c'est des technologies qui sont assez anciennes. Et ils étaient allés tourner, je crois, en haut de l'Himalaya avec des Sony F65 à l'époque, des plates 8K en 360 degrés, pour les projeter ensuite sur des toiles, pour créer toutes les réflexions qu'on trouve dans les vitres de cet appartement dans lequel Tom Cruise est, qui est en fait dans le ciel, je ne sais pas combien de centaines de mètres de hauteur. Et donc, en fait, tout ça m'a un peu toujours suivi, et c'est en fin 2019, début 2020, comme beaucoup de monde, avec la sortie de Mandalorian, où j'ai découvert qu'il y avait une utilisation assez concrète du mur de LED. J'avais déjà vu un peu tous les essais de chez Lux Machina, une vidéo qu'aujourd'hui on a tous vu et revu, où c'est une présentation avec une moto, où ils font quelques tests sur un mur de LED avec un petit décor en amont. Et donc de là, moi à l'époque, j'étais au Cambodge. Et donc j'ai rassemblé quelques amis, collègues, producteurs du coin, et on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne montrerait pas notre propre mur de LED ? Ça nous a très vite... c'est très vite parti assez loin dans le concept, parce qu'on voulait au début monter un mur de test, et comme on était bloqués chacun dans des pays différents à côté, on s'est retrouvé à se dire, bon, bah, autant finalement faire plutôt une étude du marché. Quels sont les besoins techniques pour monter ces murs de LED, les faire fonctionner, quelles en sont les conséquences. Et comme j'étais avec des producteurs, l'idée c'était de se dire, mais ça implique quoi pour la production ? Trouver des partenaires locaux dans la région pour essayer de monter plus un petit mur de test, mais peut-être en fait un volume de LED géant. Donc on a commencé à discuter en fait avec les studios, bonjour Pigeon, avec les studios d'Iskandar à l'époque, qui sont les anciens studios Pinewood. Ce qui a finalement en fait simplement lancé quasiment 6 mois de recherche, de discussion avec les partenaires techniques. Ça allait des fabricants de murs jusque les gens de chez Brompton, des gens de chez These Guys. On a vu comme partenaire Chris Cox, qui est un ancien gaffeur qui, entre-temps, a travaillé chez MBSC, donc les fournisseurs techniques des studios Pinewood en Angleterre, en tant que Head of Virtual Production. Donc voilà. Et à cette époque-là, il y avait beaucoup de projets de studios virtuels qui étaient en train de se monter. Je pense qu'il y en avait beaucoup qui étaient en train de se demander si c'était une bonne idée. Il n'y en avait pas tant que ça qui se lançaient. Ça a été 1 an plus tard, je pense que quand même les principaux studios que j'ai pu voir en Angleterre se sont montés. À l'époque, c'était assez compliqué parce que justement, en fait, on se disait tous, bon, il faut qu'on trouve des gens qui savent faire ça. Mais en fait, personne ne savait faire ça. Et les seules personnes qui avaient eu cette expérience, ça a été sur les plateaux de Mandalorian. Donc, en fait, c'est aussi avec ces gens-là qu'on a pu récupérer un peu le minimum de savoir vital qu'il fallait, quoi. Et est-ce qu'on pourrait expliquer pourquoi, quel intérêt il y a à utiliser un mur LED dans une production ?
Les intérêts sont multiples et pas forcément ceux auxquels on pense, mais pour moi le principal en fait c'est du confort de tournage, parce qu'il faut se dire qu'on peut aujourd'hui offrir le confort d'un plateau sur des décors qui sont pas forcément des décors de plateau, qui peuvent être des décors d'extérieur mais aussi des décors de backlot où du coup on est sous la pluie quand il le faut pas, ou sous le soleil quand il le faut pas non plus. Et en fait, ça donne un contrôle de l'environnement assez maîtrisé. Et, on n'a pas en live aujourd'hui. Ouais. C'était assez intéressant, comme à l'époque, moi j'étais du coup en Asie du Sud-Est, et qu'il se trouve que la Thaïlande, le Cambodge, le Vietnam sont des pays de destination assez prisés pour la publicité, pour aller tourner sur les îles, dans des environnements de jungle, etc. Et très vite, on s'est dit, ah oui, alors... En fait, là, on va se retrouver où les productions ne voudront plus voyager pour venir nous voir, et ce qui fait sens, parce que l'avion, ça coûte cher, amener une équipe technique, ça coûte cher, trouver des partenaires techniques sur place, c'est pas toujours facile, et ça peut poser des problèmes. Et puis écologiquement, c'est un peu une aberration, quoi. Donc ça souligne tout de suite une des qualités du fait de tourner en mur de LED. C'est on va faire tourner des plates à droite à gauche, une fois au Sahara, une fois en Thaïlande, et en fait on va pouvoir faire une pub avec 5 voire 10 décors différents sans prendre un seul avion. C'est pas mal. Au départ, vous parliez des tests avec la moto. C'est surtout les réflexions qui ont intéressé les directeurs de la photographie et les professionnels au départ. Oui, clairement, parce que c'est assez intéressant justement parce que Mandalorian, le choix du mur de LED pour The Mandalorian, ça a été annoncé que c'était en fait, on avait un personnage en armure complète très très shiny, et il fallait trouver le système pour faire des réflexions qui soient propres et sans avoir à faire du VFX sur chaque frame en permanence, quoi. Et oui, parce que l'étape du killing, elle est compliquée après en post-production. Elle coûte cher surtout. Elle coûte assez cher. Alors j'ai pas les prix en tête. Je les ai eus fut un temps, mais je pense pas qu'ils soient à jour, donc je préfère pas me lancer. Mais à l'époque déjà, on s'était dit ah oui quand même. Sur un investissement, amortir le prix de la construction d'un plateau. Au long terme, malgré certains... ça a un coût de tourner sur un plateau virtuel, mais ça peut être beaucoup plus intéressant, surtout que les acteurs, le réalisateur se trouvent dans un environnement où ils voient ces décors ICVFX, ces décors en 3D ou ces plates, savent où avoir une ligne de regard, mais même pour le confort du jeu d'acteur, c'est indéniable quoi, par rapport à un fond vert. Pour le jeu d'acteur, et vous en tant que directeur de la photographie, qu'est-ce que ça change ? Ça rajoute beaucoup de problèmes en amont. Moi, vraiment, en dehors de tous ceux qu'on a déjà cités beaucoup de fois, qui étaient, on filme des écrans avec qui sont pas comme, c'est des écrans avec des petits points de LED séparés, c'est avec un pitch particulier, donc une distance entre chaque pixel particulière, et à chaque fois on se retrouve avec des problèmes du coup de moiré en fait, tout simplement, et ça a été vraiment dès le début un problème assez... ça a été le premier en fait qui est vraiment venu en tant que problème, et un autre qui a été assez peu soulevé à l'époque, qui m'a un petit peu obsédé pendant quelques temps, moi c'était la lumière. C'est que le problème du plateau de LED, c'est que ce sont des écrans, comme on dit, et qu'effectivement, pour flatter le gamut d'une caméra, donc pour donner le plus de saturation et de détails dans les couleurs d'une caméra, c'est très bien d'avoir effectivement un mur en RGB. Donc c'est parce que on a 3 diodes qui sont extrêmement saturées et qui vont permettre en fait d'aller vraiment taper dans les extrêmes des capacités du capteur. Sauf que le problème, c'est qu'en lumière, moi, je me souviens, l'un des premiers jobs que j'ai eu en tant qu'électro, je faisais du rigging électricien, donc c'était de la... Comment on appelle ça, j'installais les lumières avant qu'on vienne tourner, quoi. Et c'était sur le film Valérian. Et à l'époque, c'était un peu, je crois, le film qui a bêta-testé toutes les SkyPanel, les SL1, etc. Donc les premiers projecteurs LED.
Et on installait énormément de lumière, de bandes de LED en fait, dans les décors, et qui voulaient des bandes de LED couleur, et se poser cette question en fait, du spectre de la lumière. Et le problème du RGB, c'est que le spectre du RGB en fait, est très très faible, ce qui fait qu'en lumière réfléchissante, sur les teintes de peau particulièrement, parce que la peau, l'épiderme, c'est plusieurs couches. Donc il faut que la lumière puisse traverser, rebouncer derrière. Et donc ça filtre énormément, et il faut une lumière un spectre qui soit très large. Et donc voilà, il faut se dire que quand on tourne sur un plateau de mur de LED, en fait on est dans un espace qui est intégralement en RGB. Donc on a cette lumière qui est presque du spill, comme on disait, avec les réflexions vertes des fonds verts, quand on balançait la lumière verte sur les fonds pour les accentuer, et qui pose problème en fait, pour éclairer, que ce soit les décors ou les personnages. Donc aujourd'hui, il y a des solutions qui se mettent en place pour aller trouver des techniques qu'on appelle de IBL, qui est un terme qui vient à la base de la 3D, qui est Image Based Lighting. Et il s'agit d'essayer de trouver des systèmes de projecteurs qui vont être pixel mappés, donc du coup qui vont être comment dire, qui vont être constitués de plusieurs pixels, et que chacun de ces pixels lui-même est composé de diodes RGB, idéalement amber, lime, ou un blanc chaud, un blanc froid au moins, qui sont toutes les expériences dans les créations de projecteurs LED couleur pour le cinéma nous ont appris qu'il fallait utiliser ces systèmes-là pour avoir un beau spectre. Donc il faut aujourd'hui, voilà, il y a des solutions, mais ça a été pendant un long moment, il y a eu une absence un petit peu de discours là-dessus, quoi. Et puis il y a la lumière qui vient du mur de LED, mais aussi des lumières que vous rajoutez sur le set. Et oui. Ça, comment vous appréhendez les choses ? Ça peut être toujours un peu compliqué. Moi, j'ai eu des retours assez intéressants là-dessus, justement, d'un chef opérateur français qui me disait, moi, je me suis retrouvé sur un plateau de mur de LED et je voulais mixer du tungstène, du HMI, etc. Et en fait, c'était un peu le festival des couleurs, parce qu'en fait, on était sur des sources avec des spectres complètement différents et avec toujours ce spill de RGB qui posait problème. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une évolution des plateaux. Brompton vient de sortir un système qui s'appelle True Light, où en fait ils traduisent cette lumière qui normalement part sur les murs en RGB, ils arrivent à la traduire pour faire du RGB white. Alors c'est pas encore la folie, mais c'est déjà pas mal, et ça permet en fait de travailler avec des nouveaux murs de LED qui ont rajouté une diode. Alors forcément on rajoute une diode, donc on se retrouve avec un pitch qui est très très large. Je crois qu'aujourd'hui ceux qui font ça, c'est chez Roe, on a du pitch de 5.6, donc il faut se dire que c'est du pitch qui est pas encore assez fin pour pouvoir faire des réflexions correctes. Donc c'est à dire que si on tourne une voiture ou un Mandalorian, le problème c'est que ça va pas être très très satisfaisant, mais au moins on aura un spectre un petit peu plus large, quoi. Et l'idée c'est de trouver les systèmes, que ce soit sur des lumières classiques de cinéma, enfin classiques. On commence quand même à rentrer dans des systèmes où on s'éloigne un tout petit peu des installations de light classique, parce qu'il faut que à peu près tout soit motorisé. Idéalement, et de commencer à rentrer en fait dans des systèmes où tout est contrôlable sur console, et cette console reçoit les informations de Unreal Engine, donc qui va balancer les images sur le mur de LED, et que tout ça puisse s'adapter en live en fait entre du coup les projecteurs nouvelle génération qui font du pixel mapping comme Kinomimic ou Quasar Science, ou en fait qui vont donc balancer sur des surfaces l'image du mur de LED, mais avec un beau spectre lumineux. Là-dessus, il nous faut aussi trouver des systèmes pour avoir des autos, des lumières spot qui soient utilisables, maîtrisables en console, et qui puissent, sans avoir trop de retard sur les mouvements de ce qui se passe dans le fond, etc. Donc, voilà.
Est-ce qu'on peut dire 2 mots sur ce que ça implique au niveau des workflows, tous les changements que ça implique quand on utilise un mur de LED? Ouais, déjà, il y a un truc, c'est que enfin, c'est très très risqué de se lancer sur un tournage sur un mur de LED, déjà sans faire de prévise et techvise. Déjà, ça devient un peu un... On peut peut-être expliquer rapidement. Ouais. En fait, la prévise de base, c'est l'idée prévisualiser ce qu'on va tourner au jour J. Moi, j'avais commencé à faire de la prévise il y a quelques années, où c'était des projets de court-métrage où on appelait des copains qui faisaient un peu de la 3D et on leur disait mais attends, si on recréait un peu notre set, on mettait notre caméra dans l'univers 3D et on essayait de voir. Alors c'était assez compliqué parce qu'à l'époque les moteurs 3D étaient vraiment pas faits pour ça et pas du tout pensés pour ça. Mais ça nous permettait au moins de se dire ok, nos projecteurs on va les placer ici, etc. Et en fait en s'éloignant ça devenait en fait la prévise c'est on regarde dans la caméra ce qu'on va shooter, c'est un storyboard animé quoi. Sur un mur LED, un fond vert pardon à l'époque. Oui ou pas d'ailleurs, parce que nous on faisait de la prévise sur de la pub, simplement pour vendre par exemple un projet à un client. Ça permettait au client de voir en fait une prévisualisation de son projet final de manière très sobre, un storyboard animé quoi. Et mine de rien, ça a aidé énormément. Et c'est une technique qui nous vient plutôt d'outre-Atlantique quoi. Ça permet de gagner beaucoup de temps et du coup d'argent en plateau quoi. Et qui utilisent des outils qui viennent des jeux vidéo? Principalement, moi je me souviens il y a quelques années, les prévises qu'on faisait et techvise qu'on faisait. Donc techvise c'est le penchant de la prévise, mais on sort de la caméra et on regarde le plateau et on se dit où est-ce que je vais avoir de la place pour poser mes projecteurs. Et donc du coup en production virtuelle, quels vont être mes décors, où va être mon mur de LED. Comment va être placé mon mur de LED? Parce qu'un mur de LED, c'est pas forcément juste un mur déjà. Ça peut être des écrans de LED placés à certains endroits. On n'est pas obligé de tourner sur un volume 360, etc. Donc la techvise permet de faire ça. Et j'essaie de revenir à ta question, mais... c'est par rapport aux jeux vidéo. Oui, et donc du coup... ouais, il y a quelques temps, on utilisait du Ciné 4D. C'était assez compliqué et ça coûtait cher. Là, maintenant, aujourd'hui, Unreal Engine, il y a eu Unity et Unreal Engine qui se sont un peu imposés. Maintenant, Unreal Engine a vraiment pris le devant, qui est un moteur de jeux vidéo et qui apporte des outils en fait de live. C'est l'un des premiers, je pense, moteurs. Je ne connais pas l'historique vraiment parce que je suis pas, le jeu vidéo n'est pas mon monde à la base, quoi. Mais qui permet, avec une telle puissance, de faire du live sans souci. Et surtout, maintenant, avec la version 5 d'Unreal Engine et Lumen, ça, en soi, on pourrait dire que ça n'a rien à voir avec la production virtuelle, mais en tout cas, en tant que directeur de la photographie, moi, je peux faire de la techvise, de la prévise, lumière, jusqu'à un certain point, avec Unreal Engine, grâce à Lumen, parce que c'est une manière de computer, je ne sais pas comment on dit en français, la lumière, de réfléchir la lumière au niveau de l'engine, qui copie en fait la physique. Donc ils pensent un peu en termes de photons et les réflexions sont réelles. Donc on peut mettre une lumière, mettre un poly et avoir la réflexion plus ou moins exacte par rapport à ce qu'on aura. Ce qui était impossible, mais il n'y a même pas un an. Il fallait tricher en permanence en fait, pour faire ça, quoi. Et au niveau de l'organisation du rythme de tournage, qu'est-ce que ça change ? Ça change que beaucoup plus de prépa, qu'aujourd'hui il faut penser, le choix de la production virtuelle se pense vraiment en amont, pas forcément à l'écriture, idéalement à l'écriture, parce qu'il faut se dire que justement à l'époque où on s'était penché, où j'étais basé au Cambodge et on commençait à se pencher sur toutes ces questions, le modèle c'était qui? C'était ILM, que ILM c'est Disney, qu'un projet comme The Mandalorian il a été pensé assez tôt en amont pour du mur de LED et qu'ils ont un contrôle complet de la chaîne. Disney, ils prennent une idée et ils sortent un produit fini et ils le diffusent eux-mêmes. Donc il y a un vrai contrôle de cette chaîne-là. Donc ça, c'est quelque chose qui est
sur lequel on est obligé en fait de s'inspirer, parce que très vite on s'est rendu compte que tourner sur un mur de LED, ça implique d'avoir une vision globale de ce qu'on va faire et pourquoi. Donc énormément, déjà, voilà, la base c'est de se dire tout ce qui se faisait avant en post-production, sur les réflexions, sur les incrustations, bah, forcément ça va être fait sur le plateau, donc il faut les penser en amont, donc la 3D doit être là en amont. La manière de réfléchir la 3D est très différente. Moi je sais que je me retrouve en ce moment, c'est assez intéressant, j'ai des boîtes de VFX qui m'appellent pour me dire on a des questions là sur on doit balancer des choses sur un mur de LED dans un autre pays et ils nous disent ça marche pas, et je vais voir et je regarde et je vois des assets qui font 4 milliards de polygones. Et en fait, je me dis, mais ça marche très bien pour le VFX, parce que ça se fait sur des serveurs, on balance le truc, on a tout le temps, on fait un plan, une image quasiment en une journée, je ne sais pas quels sont les rythmes, mais non, sur le mur de LED, en fait, il faut le réfléchir complètement différemment. Et les questions qui se posent à ce moment-là sont assez intéressantes, de voir que c'est vraiment une revision totale de la manière de travailler. C'est que moi, je me retrouve avec justement ces boîtes de VFX, et on se dit, mais vous avez le storyboard ? Parce que moi, j'ai besoin, pour vous dire combien de polygones vous devez avoir sur votre asset, eh ben, il faut que je sache exactement où va être placée la caméra, où seront mes acteurs en premier plan, où sera le mur, et dans le mur, où sera situé cet asset. Parce que si c'est quelque chose en fond, dans le paysage du paysage au fond, déjà, on ne va pas avoir besoin que cet asset soit en 3D, parce qu'on n'aura pas d'effet de parallaxe ou d'une certaine distance. Donc à partir de là, ça peut être un matte painting, en fait, tout simplement, une postcard qu'on met en fond. Est-ce que la lumière sera dynamique dessus ou est-ce que ce sera un paysage qui sera, où il y aura juste des nuages ou un ray de lumière, mais en tout cas, ça ne bougera pas. Ça impliquera aussi d'avoir un asset en 3D ou pas. La quantité de détails, là, en dépendra, parce que les ombres, etc. Donc, en fait, il y a une manière de repenser le VFX où on fait de la triche, et c'est pas du tout les habitudes des boîtes de VFX qui, elles, mettent justement il faut compter le polygone, il faut en avoir des millions, et c'est bien, et c'est effectivement, mais ouais, ça change pas mal de choses. Et avec ces modifications-là, il y a également de nouveaux métiers qui apparaissent, de nouvelles compétences à acquérir. Est-ce qu'on peut parler de ces évolutions ? Ouais. En fait, il y a forcément besoin d'un suivi en amont, comme je disais. Donc, du coup, à partir de là, il y a forcément besoin d'un... Moi, j'ai presque envie de dire c'est un nouveau département. Aujourd'hui, il y a le département son, le département image, le département mise en scène, et il faut le département production virtuelle, avec un superviseur de production virtuelle. Je pense que c'est bien de s'inspirer de ce qu'ils font en ce moment en Angleterre. Ils ont commencé à avoir d'accumuler un nombre d'heures, de milliers d'heures sur plateau virtuel qui commence à être pas mal. Et eux... Bon, c'est pas les mêmes budgets, c'est pas les mêmes moyens. Ils peuvent se permettre d'avoir une dizaine de personnes quasiment impliquées dans le département de production virtuelle. Aujourd'hui, en France, on peut avoir un VP Sub, donc superviseur de production virtuelle / producteur de production virtuelle, qui va prendre en amont un projet, s'asseoir avec le producteur, avec le réalisateur et le chef opérateur, lire le scénario et se dire pourquoi on va faire de la VP, pourquoi on va faire du mur de LED, quelle scène, quel plan, parce qu'il y a ça aussi. La timeline a été intéressante, c'est qu'on s'est dit, on voulait faire des films en mur de LED. Après, on s'est dit, on va faire des scènes en mur de LED. Ouais, moi, je commence à me dire, non, on va faire des plans en mur de LED. Je regardais, je sais plus quel film la dernière fois, où je me disais, mais c'est fou. Bon, ça dit aussi que la technologie n'est pas non plus encore à un niveau où peut-être que l'œil du chef-op commence à faire que je peux plus apprécier les films correctement. Mais je regardais un film et je me disais, mais tiens, c'est marrant, là, dans cette scène d'action, ce plan-là, il est en mur de LED. Ah, ce plan-là, il l'est pas. Et en fait, il y a... Donc du coup, dans les nouveaux métiers, il y a déjà ça. Il y a déjà, il nous faut quelqu'un qui soit un buffer, qui soit un peu le point. On parle même pas encore des plateaux. Simplement quelqu'un qui en amont est embauché par la prod comme un intermittent normal, comme un chef de poste en fait, et qui va être là pour faire l'accompagnement des productions.
réfléchir aux solutions et à partir de là, rassembler les partenaires qu'il faut, parce que ce soit les tourner des plates, les projeter où, comment, sur quel plateau en France, quel partenaire, est-ce qu'il faut monter un plateau particulier pour ça, est-ce qu'il faut monter juste un mur, est-ce qu'il nous faut juste un mini-mur ou un très grand mur, est-ce qu'il nous faut un volume 360, etc. Donc ça, c'est des questions qui doivent se poser énormément en amont, en fait, quoi. Par le superviseur de production virtuelle. Ensuite, sur plateau, eh ben là, on se retrouve aussi avec énormément de nouveaux métiers qui sont des mix de gens qui ont à la fois l'habitude d'être... Parce qu'il faut qu'ils aient l'habitude d'être sur des plateaux, parce que c'est quand même... en fait, on se rend très vite compte que savoir se tenir sur un plateau, c'est déjà une expérience, en fait. Il faut déjà avoir cette expérience-là, comprendre comment fonctionne la hiérarchie des plateaux et avoir aujourd'hui des compétences qui sont savoir gérer un engine de jeux vidéo, donc Unreal Engine. Il y a des compétences à avoir en tracking, il y a des compétences à avoir en tout ce qui est technologie de mur de LED, Brompton, ensuite les Disguise, Nvidia, enfin N-Display. Est-ce qu'on part sur... le clocking, se faire en sorte que tout le système batte avec un seul cœur pour s'assurer que on n'ait pas qu'on soit sur un framerate qui soit vraiment constant, qu'on n'ait pas de passage que tout soit genlocké, en fait, tout simplement, quoi. Donc des métiers qui vont qui vont s'inspirer à la fois du jeu vidéo et à la fois du cinéma. Ouais, bah c'est vraiment un moment où ça commence à se blender, en fait, les deux univers, quoi. Et même en amont de ça, il y a encore besoin de... Enfin, la photogrammétrie, il n'y a pas si longtemps, quand on en avait besoin, c'était dans les boîtes de VFX. Là, aujourd'hui, on se retrouve à faire de la photogrammétrie pour les plateaux de LED. C'est une réflexion différente, encore une fois, de la photogrammétrie, parce que l'asset doit être différent, l'asset doit être optimisé pour du live. C'est encore des nouveaux métiers à droite à gauche, en veux-tu, en voilà, quoi. Et pour l'équipe d'éco ? Et l'équipe d'éco, bah, justement, je trouve que c'est un point qui est intéressant, c'est que j'ai cru comprendre qu'il y a eu un peu de grogne et de peur au niveau des équipes d'éco en France par rapport à la venue du mur de LED. Ce que je comprends, c'était des questions de se dire, ah oui, mais en fait, est-ce qu'on ne va pas nous hijacker le travail ? En fait, déjà, il y a un truc de base, c'est que aujourd'hui, à part pour donner un effet vraiment particulier on est dans un univers 3D où personne n'a envie de tourner que sur un mur de LED sans déco. Déjà, ça n'a pas grand sens. Aujourd'hui, le mur de LED, il fonctionne comme une découverte. C'est là où il fonctionne le mieux. Surtout dans des environnements dits photoréalistes, parce qu'on n'a pas de niveau de photoréalisme réel encore aujourd'hui avec la 3D. Donc il faut que ce qui est sur le mur de LED soit en adéquation avec ce qui se passe en avant-plan. Et en avant-plan, on a besoin de chefs décorateurs, on a besoin de chefs décorateurs qui se posent sur cette question-là et sur ces questions de matériaux. Pour se dire quels sont les meilleurs matériaux à utiliser pour qu'il y ait une correspondance avec ce qui se passe dans le fond de LED, avec les couleurs. Il y a des questions à se poser sur les peintures, sur les teintures. Il y a des recherches à faire aujourd'hui en amont. Et surtout, on a besoin de travailler main dans la main avec les chefs d'éco pour rien que se poser sur notre plateau, regarder et faire les tests. On ne peut pas aujourd'hui aller tourner une scène sur un mur de LED dans un décor particulier et en fait pas avoir la déco sur place et de se dire juste on regarde juste ce qu'il y a sur le mur de LED. Comme on est en plus dans de l'éducation en ce moment, auprès des équipes techniques, auprès des chefs opérateurs, des réalisateurs et des producteurs, on ne peut pas leur montrer ça. Il faut que tout le monde puisse participer vraiment en amont et c'est beaucoup plus simple aujourd'hui de convaincre des partenaires artistiques sur l'utilisation d'un mur de LED quand on a une belle déco en amont. C'est la base, quoi, j'ai envie de dire. Ouais. Et il va y avoir des besoins en formation pour tous les postes en fait, du scénario jusqu'au directeur de la photographie, chef déco. Scénario, je sais pas. Non, je pense que ce qui est bien, c'est que les scénaristes aujourd'hui commencent à se rendre compte des options qu'apporte la production virtuelle et peuvent arrêter de s'autocensurer pour des raisons budgétaires, parce qu'il y a des choses aujourd'hui où on peut se dire
c'est faisable. Je pense notamment pour les films de genre où de toute façon on l'a déjà vu beaucoup, hein, que dans le film de genre on est sur des films à petit budget où de toute façon les VFX n'ont jamais vraiment toujours cherché à être photoréalistes parce que tout simplement c'est pas des budgets à des centaines de millions d'euros parce que si tu veux du photoréalisme de toute façon c'est déjà ça tapera toujours trop haut pour du film indépendant, mais aujourd'hui on peut imaginer tourner en mur de LED et faire des choses beaucoup plus simplement, gagner beaucoup plus de temps sur le plateau, donc gagner de l'argent ici pour en dépenser plus là, etc. Après, ça va être scénaristes, réalisateurs qui doivent arrêter de s'auto-censurer sur la peur de se dire ah oui non mais alors ça on peut pas le faire ça parce qu'il faut aller là-bas, ça va nous coûter une blinde, laisse tomber, le producteur va jamais me suivre sur ce truc. En fait là déjà on peut commencer à réfléchir ça différemment et après c'est tous les nouveaux métiers qu'il faut commencer à faire de la formation sur. On a des super formations aujourd'hui dans le monde du jeu vidéo, on forme des gens qui savent maîtriser les engines en question. Est-ce qu'ils savent utiliser les engines en question dans le contexte de production virtuelle? Non. Et ça, c'est assez particulier. Mais ça avance plutôt bien. Il y a des choses qui se mettent en place. Avant de passer aux questions du public, est-ce qu'on peut rapidement parler de ce qui se passe au niveau de la construction du mur? Ouais, là on l'a vu avec France 2030, il y a eu, c'est assez intéressant en France actuellement, c'est un peu une terre qui est assez propice pour lancer des plateaux de LED. Surtout simplement aussi, hein, il y a la guerre en Ukraine qui fait que aujourd'hui les espaces de tournage qu'on utilisait énormément en Europe de l'Est et en Europe centrale, pour des raisons multiples, que ce soit le prix de l'énergie ou tout simplement la frilosité de certaines productions, on préfère se décaler vers l'Ouest. Et donc du coup, en France, il y a pas mal de projets d'évolution là-dessus, de construction de plateaux. Il y a beaucoup de partenaires aussi qui se lancent là-dedans. Moi, je sais que en ce moment, je travaille en collaboration avec Harry, pas que, d'autres partenaires techniques aussi, qui sont là pour offrir en fait des prestations de montage de plateaux, que ce soit les plateaux éphémères pour des projets ou des plateaux tout simplement, quelqu'un veut se payer son plateau, l'avoir. L'idée, c'est de faire des accompagnements, parce que là aussi, c'est assez... Enfin, quelqu'un qui se dit, je veux monter mon plateau, je voudrais un mur de LED. On commence par quoi, en fait? Et très souvent, on regarde les chiffres, on se dit, ah ouais, il y a quasiment 60% du prix sur un mur de LED, enfin sur un plateau, un volume LED, où ça va être la LED en question. Donc on va être très vite vouloir se lancer là-dedans, regarder un peu ce qui se passe. Et c'est assez simple, pas de se faire arnaquer, mais de trouver dans des situations... je sais que moi, j'ai eu affaire à des gens qui ont acheté de la LED avant d'avoir une vraie expertise derrière qui a été apportée sur le sujet et qui se retrouve en fait avec un investissement de quasiment 2 millions d'euros qui n'est pas acheté à la poubelle, mais presque, parce que ce n'étaient pas les murs adaptés. Et au-delà des systèmes, de l'aspect purement technique, parce que ça implique énormément quand même de choses très très pointilleuses techniquement sur toute la chaîne, que ce soit les renders, les farms, donc les ordinateurs qui vont gérer le contenu live, que ce soit les choix de systèmes d'affichage sur les murs, parce que tout ça il faut des processeurs pour avec des softwares et des interfaces particulières, etc. En fait, il faut dans la construction de plateaux, aujourd'hui, il commence à se dégager quelques acteurs qui proposent en fait de se dire nous, on est là, pas pour vous dire il faut prendre ça, on peut vous conseiller sur le matériel, mais surtout on vient offrir un workflow. On vient offrir une vision et une continuité sur tous les produits qui sont liés au plateau pour s'assurer que tout fonctionne bien. Et c'est vraiment le problème principal, hein, parce qu'on peut on peut se monter son mur de LED, son plateau fait maison, etc. Avoir un système qui fonctionne correctement,
et de manière harmonieuse, c'est une autre paire de manches. Ouais. Merci Quentin. On va passer aux questions s'il y en a. Il y a une question dans le public. Oui, bonjour. Question, est-ce que c'est utile ou pertinent d'avoir également des LED au sol ou au plafond? Alors, oui, ça dépend des utilisations. Au sol, c'est quelque chose qu'on va trouver surtout sur du broadcast, très souvent, où on a un présentateur qui va être baigné dans un environnement 3D, etc. Le problème du sol, c'est que ça renvoie de la lumière. Donc déjà, on a ça. Et ensuite, si le but, c'est d'atteindre un degré de réalisme, avoir de la 3D au sol, on n'y est pas encore. C'est pas hyper ouf. Les plafonds sont utilisés principalement pour deux choses aujourd'hui, la lumière dynamique et les réflexions. Et sur les réflexions, alors c'est intéressant parce que les besoins sont différents. Sur les réflexions, il faut des murs avec des pitchs qui ne soient pas trop larges non plus, qui permettent quand on a la réflexion en fait dans une voiture, c'est principalement une voiture parce que c'est quand même très 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 utilisé pour du rolling ou du plan voiture, qu'on voit pas les pixels, c'est le but quoi. Mais dès qu'on est dans des environnements où on va pas voir le plafond, que ce soit en réflexion ou en direct, moi à ce niveau-là, je conseille plutôt d'aller utiliser des systèmes de lumière dynamique en IBL, type, voilà, encore une fois, Kinomimic qui vient de sortir. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y a pas de quoi avant de se faire un plafond, mais Sumo Sky de chez Sumo Light ou Quasar Science avec des tubes. Il y a des solutions un peu de partout qui commencent à popper. Ouais. Mais donc, ouais. Il y a des murs aussi. Ça aussi, c'est une utilisation très souvent. La plupart des plateaux de LED, aujourd'hui, ça ne va pas être juste... beaucoup de plateaux de LED, c'est un demi-cercle ou un mur ou presque... Enfin, des fois, il y a même des 270 degrés. On va faire venir des pans de murs qui vont venir sur le côté. Et alors ça, c'est vraiment pareil. C'est comme le plafond, c'est soit pour les réflexions, soit pour la lumière. Donc pour la lumière, moi je conseille toujours de ne pas utiliser du mur de LED, mais plutôt utiliser du projecteur. Et pour de la réflexion, et ben ouais, banco. Il y a 2 questions en ligne. Donc, quels sont les genres de décors naturels les plus adaptés aux murs LED et n'y a-t-il pas un risque de standardisation? Les décors les plus adaptés sont les plus difficiles, tout simplement. Les plus difficiles pour aller tourner. Ceux où humainement c'est compliqué, au milieu de la jungle, du Cambodge, dans le Sahara, tout ce genre de décors qui impliquent des coûts assez astronomiques. Ça revient à moins cher d'envoyer quelqu'un faire des plates, de les faire venir et de travailler en plateau. En fait, c'est un ensemble, c'est pas vraiment que le décor, c'est est-ce que ton équipe est-ce que tu as une équipe d'Indiana Jones ou est-ce que tu as une équipe de bisounours qui se disent bon, on va quand même être plus confortable en plateau. Moi, je comprends, je serais plus confortable en plateau, quoi. Quoique j'aime bien l'aventure aussi. Mais et le risque de standardisation, oui et non, c'est un problème que j'entends beaucoup. Moi, surtout par rapport aux fabricants de caméras. Parce que avec Sony, par exemple, a sorti ses dalles de LED. Et le discours de Sony qui fait absolument sens, c'est de se dire, nous, on est fabricants de caméras aussi. On fait des murs de LED qui sont calibrés pour nos caméras et qui permettent de faire une continuité de colorimétrique parfaite, etc. Et donc, du coup, là, forcément, et je le comprends aussi, grand holà des chefs opérateurs. Et moi, je me sens aussi... touché par cette problématique, c'est de dire ah oui, mais ça veut dire que si on tourne en mur de LED Sony, on est forcé de tourner en Sony Venice. On n'a peut-être pas envie de se retrouver coincé avec cela. Donc il y a les questions de standardisation, elles se sont assez retrouvées sur ces questions de matériel. Pareil, on m'a dit ah oui, mais alors, attendez, Harry offre des solutions, mais est-ce que Harry force du coup à tourner en Harry Alexa, etc. Forcément, c'est des constructeurs, ils vont avoir envie de pousser leur matériel. Après, la vérité, c'est non. Non, pas forcément. Et il faut se caler, il faut discuter, quoi. Et au niveau de la banque de données aussi, qui est disponible sur Unreal? Eh ben, les banques de données,
Ouais, ça dépend à quel point vous êtes malin et à quel point vous avez envie de travailler en amont. Parce qu'on peut faire un projet entier en utilisant des banques de données standardisées qui ont été faites en amont. Aujourd'hui, sur Unreal Engine, il y a un système qui s'appelle Bridge, où on a accès en fait à des banques de données de photogrammétriques qui sont assez démentielles. J'arrive plus à me rappeler le nom des fournisseurs. Ouais, on peut utiliser ça et se retrouver avec toujours les mêmes décors. On peut avoir aussi venir travailler sur des plateaux de LED qui ont des serveurs et qui récupèrent des assets virtuels et qui les rebalancent pour toutes les autres productions. Mais en fait, à partir du moment où en amont, il y a un vrai désir de créer ces assets, ce qui est aujourd'hui est quand même pas simple, mais atteignable pour tout le monde. Parce que, encore une fois, les outils de photogrammétrie se sont développés énormément. Aujourd'hui, de la photogrammétrie un peu basique, ça se fait avec un iPhone ou un iPad, quoi. On peut faire ses propres assets assez facilement, quoi. Et puis voilà, on parlait de la formation, des gens qui savent faire des assets 3D aujourd'hui en France, il y en a beaucoup. Il faut rappeler qu'on est une terre de jeux vidéo quand même. Donc on a parmi les plus grands talents du jeu vidéo dans le monde sont en France, les plus grands talents de la 3D sont en France, on va les chercher de partout. Ouais, on a de quoi faire. Il y a une question dans le public, 2 questions dans le public. Micro qui circule. Bonjour, est-ce que les murs de LED vont définitivement remplacer les fonds verts ou est-ce qu'à l'heure actuelle on sait faire des choses sur fond vert qu'on ne sait pas encore faire sur mur LED et du coup ça se complète? Bonne question. Alors est-ce qu'on sait faire des choses sur fond vert qu'on ne sait pas encore faire sur mur de LED? Je pense pas. Je pense que les deux aujourd'hui commencent plus ou moins à fonctionner à produire les mêmes choses. La question, est-ce que ça va se remplacer? Non, je pense pas, parce qu'il y a toujours des moments où on a besoin d'un fond vert. Enfin, c'est marrant parce que moi j'avais fait justement une tech-vie sur un projet qui se passait dans un train et donc sur les côtés j'avais installé des murs de LED parce que l'idée c'était je regarde avec ma caméra, mes axes caméra, où est-ce que je vais avoir besoin, et en fait il se trouvait que la meilleure technique qu'il fallait utiliser pour ce qui se passait en bout de du wagon, c'était du fond bleu. Donc en fait, les deux techniques fonctionnaient pareillement. Et aujourd'hui, la production virtuelle, ça implique beaucoup de technologies, notamment le simulcam. Faut voir ce que fait par exemple les tontons truqueurs à Vente d'Argues, si je dis pas de bêtises, pour France Télé. Ils travaillent aujourd'hui principalement encore en fond vert. Sur plateau, avec des systèmes de simulcam, des systèmes de tracking de caméra, du live Unreal, et où ils sont capables d'envoyer dans le moniteur du réalisateur un simulcaméra live, donc le fond Unreal 3D, sur les découvertes en live pour pouvoir caler sa lumière proprement, en connaissance de cause, pour aider le réalisateur simplement à se mettre dedans. Alors c'est vrai que pour les acteurs, ils n'ont pas ça, mais en même temps, là, on parle de découverte. Donc, ils ne sont pas dans des environnements full fond vert. Mais ouais, par contre, pour les acteurs qui se retrouvent à travailler dans les environnements full fond vert, ça, je pense qu'on va avoir de plus en plus de demandes d'acteurs qui vont dire non, mais je me souviens toujours, moi, de Ian McKellen qui racontait que sur le Seigneur des Anneaux, il était en pleurs parce qu'il se retrouvait tout seul dans un fond vert et qu'il se retrouvait avec ce qu'ils appellent le green sickness, où en fait, voir du vert comme ça toute la journée, ça déprime. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à la question, mais... Ouais. Il y a une autre question dans le public. Bonjour. La différence entre les murs courbés et les murs plats pour les LED, c'est quoi? J'ai envie de dire aucune. En fait, un mur courbé, c'est simplement, en général, ça va être une forme en fer à cheval. Et l'idée, c'était de créer un environnement lumineux dynamique. Donc, et ça permet de faire un champ de travail qui est plus large. On peut paner, alors que c'est vrai que c'était un simple mur plat, ça dépend de la taille du mur. En fait, c'est toujours aussi l'environnement de travail dans le mur de LED, ça dépend
de la taille de l'espace qu'on a, quoi, et des besoins. Et aujourd'hui, on peut avoir un seul mur plat très très large, très très grand, et ben on peut faire des grands plans larges, etc. Si on veut travailler la lumière dynamique avec que des systèmes différents que du mur de LED, on peut se permettre de faire ce genre de choses. Pour moi, la grande différence, c'est surtout, c'est trois choses. Est-ce qu'on est sur un simple mur, donc courbe ou plat, mais voilà, c'est une zone bien définie sur laquelle on va avoir nos acteurs devant et on va tourner et on va être dans un cadre très restreint. Est-ce qu'on construit notre espace de LED selon les besoins, ou est-ce qu'on est dans un volume 360 plutôt 270 en général? Et là, c'est pas du tout la même problématique. Dans un mur, dans un espace de 270, c'est des plateaux avec 20 mètres de diamètre. L'idée, c'est la LED est tellement loin qu'on se pose même plus de question de moiré, parce que de toute façon, avant que ça moire, on est en permanence à quasiment 10 mètres de loin, 10 mètres de distance du mur. Et là, on construit du décor. On construit du vrai décor. On peut même, idéalement, construire un village entier sur un plateau et en fait utiliser le mur de LED comme si c'était un backlot 3D dans un espace fermé avec du contrôle sur le temps, la pluie, tout. Faut voir ce qu'ils se font en ce moment là à Melbourne, Nantes Studio, dans les plateaux de Docklands. Big up à mon ami Anthony, d'ailleurs CEO de Docklands, avec qui j'avais lancé le projet Perseus à l'époque au Cambodge, où l'idée c'était de monter un plateau 270 degrés justement à Iskandar, à Pinewood. Ils ont des murs, alors si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 12 ou 14 mètres de haut. C'est 270 degrés, un plafond intégralement équipé. C'est le plus grand plateau de LED du monde. Et là, l'idée, c'est tu peux aller très très loin, tu verras pas le haut tu verras jamais le haut du mur, quoi. S'il n'y a pas de questions, merci beaucoup Quentin pour votre présentation, pardon. Et merci à vous d'avoir écouté la conférence en présentiel et en live. Super, merci à toi. Donc il est temps pour nous de conclure ces Cannes techniques, ces 9 jours de Cannes techniques, et de remercier nos partenaires et invités. Merci beaucoup Alexia, c'est effectivement la clôture, ça y est, du cycle d'événements que nous avons organisé avec la CST pour ce 76e Festival de Cannes. Alexia, je voudrais d'abord te remercier pour la qualité de tes interventions et la qualité de ta préparation et ta modération, malgré, je dirais, la pluie et le vent, des éléments cannois. Je voudrais également remercier tous nos intervenants pour leur professionnalisme et leur générosité dans leurs interventions. Nous avons proposé avec la CST 9 cannes techniques et 7 après-midi pour mettre en valeur l'ensemble des sujets qui traversent nos secteurs. Je voudrais juste rappeler que les 7 départements de la CST, donc production, réalisation, images, son, décor, costume, accessoires, post-production, immersion temps réel, diffusion, distribution, exploitation, travaillent tout au long de l'année pour faire émerger les sujets qui nous concernent dans le secteur et mieux anticiper les évolutions de nos métiers. Toutes les captations des événements, vous les retrouverez sur les réseaux sociaux de la CST, sur notre site internet, sur notre chaîne podcast, et notamment cet été. Donc soyez bien attentifs, abonnez-vous, suivez-nous, et n'hésitez pas à rejoindre la CST pour partager votre point de vue. Encore merci à tous pour avoir suivi nos événements. Et puis Alexia, on va se dire à l'année prochaine. Merci à la CST, merci à tous les participants.